Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour ceux avec qui j'ai pu commencer à échanger ce matin. Merci Patrick et puis merci à tous les membres du groupe de travail pour les échanges qu'on a pu avoir précédemment et pour l'organisation de cette belle journée qui traduit bien la richesse de ce que peuvent porter ces questions et qui, je trouve, témoigne aussi de l'intérêt de ces questions et du bouillonnement territorial qu'on observe un petit peu partout, puisque la question ne se pose pas du tout qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça montre bien que ces questions sont aujourd'hui d'actualité et sont vraiment constituent des enjeux, je pense, de développement pour la filière bois. Alors comme ça m'a été demandé, je vous propose simplement une petite présentation rapide sur la question des labels. Alors en essayant d'insister sur les intérêts et les limites qui peuvent présenter à la fois pour les acteurs de la filière et pour les acteurs du territoire. Ça va faire pas mal écho à ce qu'on a pu évoquer ce matin ou à ce qu'on vient de voir d'ailleurs à l'instant avec la boîte à outils ou avec les différents outils qui ont été proposés. Donc ça ne va pas forcément être des informations nouvelles pour vous qui commencez à être familiers de ces questions. C'est plutôt une prise de recul pour essayer de comprendre un petit peu quel regard on peut porter sur ces initiatives et à quoi elles peuvent éventuellement nous mener. Alors, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'était de se poser la question de l'émergence de ces marques et labels, et plutôt de chercher à voir à quels problèmes elles pouvaient répondre, ou à quelles questions elles essayaient d'apporter des réponses. Donc, on a identifié quelques éléments de contexte que vous connaissez bien. Et on va voir que c'est intéressant et que ça explique dans une certaine mesure les choix qui ont été faits ensuite pour mettre en place ces marques et labels. Alors, très rapidement, il y a d'une part cette pression un petit peu mondialisée qui s'observe notamment sur les marchés du bois, on l'a dit, avec la problématique des imports, par exemple, du bois, notamment du Nord pour la construction, qui a résulté en une forme de perte de contrôle au niveau local, à la fois pour les entreprises et pour les acteurs du territoire, dans les moyens qui étaient à leur disposition pour agir sur cette ressource et sa mobilisation. Donc il y avait ça comme problème identifié. Il y a une filière bois qui, par certains aspects et depuis longtemps, plutôt décrite comme une filière en crise. Alors on met en avant son déficit structurel, même si c'est discutable. Et il y a aussi la question, on a évoqué, de la formation, de la diminution du nombre d'entreprises, qui pose question sur la pérennité de l'appareil productif. Et puis il y a quelque chose qui développe depuis un petit peu plus récemment, avec le développement d'une forme de responsabilité individuelle et collective qui revient notamment aux collectivités, qui est de porter des projets, puisque le rôle d'animateur de l'État se fait moins présent sur ces questions-là, notamment au niveau territorial, et aussi une forme de prise de conscience écologique et sociale importante qui pousse les acteurs à agir pour porter des projets. Alors ces projets ils vont se manifester de différentes manières, et alors je vous remets la carte que Fabien Boris vous a montrée tout à l'heure, alors qui est pas tout à fait complète, mais qui reprend les principales initiatives qui ont été mises en place. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, elles sont plutôt localisées dans la partie est de la France, et en fait, elles sont plutôt calquées sur des massifs résineux, à quelques exceptions près, comme par exemple Terre de Hêtre, dont il sera question juste après, ou bois d'ici qui ne concerne pas que le résineux et qui n'est pas accès aux ressources. Alors on voit qu'il y a différentes formes d'initiatives qui peuvent être prises. Alors, pour les plus poussées et les plus complexes, peut-être, on peut aller jusqu'aux AOC. Donc, je vais revenir après sur ce cas particulier. Des marques de certification, donc il y en a un certain nombre, hein, c'est le mode de labellisation qui a été le plus retenu jusqu'ici. Et des actions plutôt à visée sectorielle ou territoriale. C'est le cas de Terre de Hêtre, je n'en dis pas plus, on verra ça juste après. Ou c'est le cas de Bois d'ici, on l'a évoqué un petit peu avant en Bretagne. Ou alors là, c'est pas une marque ou un label en particulier, c'est une action portée par l'interprofession pour justement accompagner les collectivités dans le portage de projets bois local, donc en association avec les acteurs de la filière, et qui est un petit peu dans la même démarche, même si elle ne vient pas certifier un produit en tant que tel. Alors pour illustrer un petit peu plus précisément dont je viens de vous parler, on peut différencier trois grands types de démarches. D'une part, les marques, plutôt, disons, certification de standards et de qualité, donc c'est ce qu'on va voir là, les démarches territoriales et les démarches AOC que
que je vous présenterai ensuite. Alors, elles ne sont pas forcément chronologiques, parce que dans le temps et dans leur développement, beaucoup se sont superposés. Et je les différencie un petit peu en fonction de leur époque d'apparition, on va dire. Et celles qui sont apparues en premier, finalement, c'est ces marques de sièges qui sont plutôt des certifications de standards et de qualité, donc des marques collectives, qui sont portées par des collectifs principalement d'entreprises, et notamment de scieries dans ce cas-là, pour répondre à un problème productif qui va être identifié. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 80, avec par exemple Sélection Vosges ou Jura Supérieur, qui sont des marques de sillage qui vont certifier la conformité à un cahier des charges qui va être commun, partagé par toutes les entreprises adhérentes à la marque, et qui va traduire pour le consommateur en une forme de garantie d'un produit à la fois techniquement et d'un point de vue commercial conforme à ce cahier des charges. C'est quelque chose qui a du sens finalement dans les années 80, puisque ces deux standards de qualité proposés, par exemple de découper les paquets d'équerre ou d'utiliser les joints pour ficeler les paquets qui n'abîmaient pas les produits. Donc on était également dans une démarche de présentation et d'alignement sur les standards que pouvaient proposer les importations de sillage de bois du Nord, justement. Mais la démarche, elle est un petit peu plus loin, et elle a valorisé indirectement finalement la qualité des bois ou des savoir-faire du massif, en valorisant justement cette image indirecte de provenance, en affichant clairement l'identification Vosges ou Jura, par exemple, comme étant une forme de gage de qualité ou de reconnaissance d'un savoir-faire particulier de ces entreprises. Alors ça, c'est vraiment sur les techniques de production, mais on voit que les réseaux qui se sont créés grâce à la mise en place de ces marques ont débouché sur la mise en place d'autres types d'actions, toujours dans cette forme de proximité. Par exemple, en s'intéressant plutôt à l'aval sur la commercialisation groupée, avec le développement de fibres premium un petit peu plus tard, qui en plus s'est traduit en un élargissement finalement de la zone d'action, puisque d'autres entreprises, notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes, ont rejoint le consortium pour participer à ces ventes groupées. Ça s'est aussi traduit plus en amont sur, par exemple, une coopérative pour acheter des bois de manière groupée et ainsi avoir un petit peu une cohérence sur l'ensemble de la chaîne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment dans ce cas-là l'identification d'un problème productif qui va se traduire en une mise en réseau, une mise en relation des acteurs pour pouvoir porter une solution technique à ce problème. Mais avec le temps, et notamment au cours des dernières années, cette problématique, elle a un petit peu évolué. Et c'est notamment quelque chose qui fait écho à la problématique de promotion des circuits courts et de proximité, dont vous êtes certainement familier, et qui marche très fort en agriculture notamment. Donc, on voit les produits finalement locaux ou régionaux ont la cote, alors, pas nécessairement dans le secteur forêt bois, mais surtout dans le secteur agricole. Et ça va se traduire par une implication des producteurs accrus sur la mise en avant de ce caractère local des produits. Quelque chose qui scientifiquement a été prouvé aussi via des enquêtes qui montrent que les consommateurs sont attirés à la fois par les bénéfices individuels liés à la qualité des produits ou, comme ils disent ici, altruistes, c'est-à-dire en prenant en compte l'impact social, local sur l'environnement, y compris. Alors ça s'est traduit dans le cas du bois de manière différente de ce qu'on pouvait observer dans l'agriculture. Et pour ça, les acteurs de la filière bois et plutôt les acteurs des territoires se sont heurtés, disons, à un problème principal qui a été au cœur des discussions ce matin, qui est l'utilisation du bois en circuit court et notamment du bois local. Le problème, c'est que pour les acteurs publics, stipuler spécifiquement cette origine, c'est quelque chose qui contrevient au code des marchés publics. Ce n'est pas possible de mettre en œuvre telle quelle. Deux solutions à ça, soit mettre à disposition le bois, c'est quelque chose qui avait été évoqué aussi, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, notamment en termes de renonciation aux revenus du bois, mais aussi de problèmes de disponibilité, on disait, de la ressource et de la qualité locale par rapport au projet qu'on veut porter, ou des questions de maîtrise des approvisionnements, notamment pour la mise en œuvre ensuite, où ça pose potentiellement des problèmes pour les maîtres d'œuvre sur les garanties décennales notamment. Et enfin, l'autre option, c'est de mettre en place une certification pour pouvoir stipuler cette certification dans l'appel d'offres et donc orienter un petit peu le choix de cette matière plutôt vers un choix local. Alors, on stipule dans l'appel d'offres comme étant, par exemple, certification bois des Alpes ou équivalence qui ouvre la porte justement à des équivalences
on va le voir entre ces systèmes de certification aussi. Systèmes de certification qui vont essayer indirectement d'inclure des spécifications territoriales dans leur cahier des charges de marque, pour que le fait de passer par cette marque amène finalement à utiliser du bois d'une origine, d'une provenance déterminée, même si ce n'est pas ce qui est affiché, disons, de manière formelle. Donc ça s'est traduit par la mise en place de labels territoriaux, en tout cas qu'on pourrait appeler comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui s'est développé qu'en France. Hein. En France, on a des exemples qui sont assez connus maintenant, comme Bois des Alpes, Bois Qualité Savoie, que vous connaissez bien. Et ça s'est développé en Autriche aussi, par exemple, avec Vorarlberg Holz, qui est une autre variante de ces labels territoriaux. L'objectif ici, c'est pas de certifier uniquement la qualité d'un produit, mais c'est vraiment de l'ancrer dans un territoire en faisant la promotion des réseaux d'acteurs et de l'origine finalement de cette matière. L'objectif, ça va être à la fois de créer des coordinations localement entre les entreprises pour essayer de se faire parler et de mettre en lien des acteurs qui ne se parlent pas forcément dans un contexte autre. On l'a évoqué par exemple ce matin avec la question des architectes, des constructeurs ou des artisans. Et finalement, l'objectif principal, ça va être de mettre ces acteurs en relation. C'est ce que on met en évidence, par exemple, avec l'exemple de bois des territoires du Massif central, qui est un petit peu le dernier arrivé dans le jeu, et qui stipule que l'association pour la valorisation du bois du Massif central regroupe à la fois des acteurs de la forêt, de la construction, et que les engagements sont de favoriser les circuits courts, l'économie locale, l'emploi dans les territoires, à travers la certification. Donc on voit bien que là, on n'est pas du tout sur une approche uniquement matériaux, mais qu'on met en avant l'aspect bénéfique pour l'économie locale, pour la forêt, de la mise en place de ces labels. Donc on est vraiment sur un argumentaire territorial qui est très différent de l'argumentaire technique qu'on pouvait avoir auparavant, et qui fait appel à d'autres systèmes de valeurs ou de responsabilité, comme évoqué là aussi ce matin. Ce que ça souligne très rapidement, c'est le rôle essentiel des collectivités, et notamment de la commande publique pour porter ces projets de grande envergure. Alors, on a évoqué aussi la question du privé, qui est moins problématique, hein, puisqu'on n'est pas dans dans les mêmes questions de légalité pour faire appel au bois local. Mais ici, pour contourner finalement les règles des marchés publics, en tout cas, ces labels semblent être une alternative efficace. Donc le rôle démonstrateur de la commande publique, particulièrement important, on l'a dit aussi, pour mettre en avant d'une part la faisabilité de ces projets, l'utilisation innovante de certains produits qu'on ne pensait pas forcément utilisables dans ce cadre-là. On va le voir juste après avec le cas du hêtre également, qui est un exemple très parlant de ce rôle moteur de collectivité, et qui s'inscrit là aussi, on l'a vu, dans une volonté de se réapproprier localement les leviers du territoire, les leviers du développement, en s'appuyant notamment sur l'utilisation d'une ressource qu'on a identifiée localement comme étant porteuse justement de développement. Enfin, dernier point avant de synthétiser l'ensemble, avec le cas un petit peu particulier des AOC, qui sont nés beaucoup plus récemment, en 2018, mais après de longues années de négociations avec les INAO qui ont été assez compliquées, comme le savent ceux qui ont été impliqués dans ces projets, avec l'AOC Bois de Chartreuse, qu'on a évoqué, et également l'AOC Bois du Jura, donc sur le massif jurassien. Donc là, on est encore dans une approche un petit peu différente, où on va vraiment faire valoir les qualités de la ressource, les savoir-faire hérités, finalement patrimoniaux, les aspects terroirs, une notoriété qui va être ancienne, pour spécifier très fortement la ressource. Et c'est un mécanisme qui sera certainement évoqué par Claude Janin dans son intervention après, en lien justement avec l'émergence de ces ressources territoriales. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de spécifier la ressource pour en faire un objet pas comme les autres et pousser les gens à faire ce choix-là pour des raisons pas nécessairement économiques, justement, mais plutôt de responsabilité, de valeur, d'identification à un territoire. Alors finalement, ce qu'on observe, c'est que au fil du temps, finalement, on a un glissement d'une coordination pour la valorisation technique et économique d'un produit, comme on a pu avoir sur les marques de sillage, vers quelque chose qui est de plus en plus territorialement marqué et qui va être de plus en plus porteur de valeurs territoriales, à la fois liées au maintien des emplois dans les entreprises, mais aussi en forêt,
ou à des aspects environnementaux, par exemple, en réduisant l'impact carbone sur le transport, par exemple, de ces bois. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir si ces démarches elles sont plutôt conflictuelles ou complémentaires, si elles vont pouvoir coexister au sein d'un même territoire, ou si au contraire, elles vont être à l'origine de divergences, de discordes. Et on peut aussi se demander si les nouvelles initiatives qu'on voit arriver récemment ne sont pas les prémices d'un nouveau rapport, finalement, qu'on pourrait avoir à la ressource, en ne spécifiant plus uniquement le bois sur des caractéristiques techniques de résistance mécanique, finalement, mais en y associant aussi des valeurs de responsabilité territoriale liées justement, comme on le disait, à des valeurs plus sociales sur le maintien des emplois ou environnementales, en lien avec la forêt et la transformation. Et donc ça va se traduire par la recherche d'une compétitivité qu'on appelle hors coût, c'est-à-dire où on va plus se différencier sur un prix qui va être inférieur à ses concurrents, mais sur une offre spécifique qui va offrir d'autres types de valeurs qui vont être mises en œuvre. Donc pour mener ça à bien, les labels sont bien sûr un outil, mais on l'a vu ce matin, sont loin d'être le seul, même si ils ont tendance à se développer pour notamment des raisons de visibilité. Alors pour conclure, finalement, je vous propose plus des questions ou une mise en perspective par rapport à tout ça, plutôt qu'une réponse tranchée. A priori, on peut considérer les marques et labels comme des instruments qui seraient encore assez peu stabilisés, qui n'auraient pas forcément trouvé leur cible finale, ou en tout cas qui répondraient à plusieurs cibles qui sont bien différenciées. J'ai quelques points d'attention que j'avais identifiés et que je soumets à discussion. Notamment le fait que même si ces labels sur le bois sont très inspirés des réussites comme les AOC fromagères par exemple sur des produits alimentaires, la filière forêt-bois n'est pas l'agriculture. Ça va se traduire dans plein de domaines différents, sur des échelles temporelles par exemple, qui ne sont pas les mêmes, sur le fait que les propriétaires forestiers n'ont pas du tout des comportements pour la plupart de producteurs agricoles, et sur plein d'autres éléments comme ceci. Le fait que les approches vont être aussi très différentes selon si on est plutôt une petite ou une grande entreprise. Paradoxalement, les petites ont peut-être moins besoin de ces labels et sont plus inscrites dans des réseaux de distribution locales en fonctionnant avec des partenaires qu'elles connaissent bien. Et finalement aussi des différences entre feuillus et résineux, avec un secteur feuillu qui travaille beaucoup plus à l'export que le secteur résineux à l'échelle nationale. Il y a aussi la question du fait que ces labels ne sont pas encore traduits aujourd'hui par un effet prix sur les produits finaux, donc qui interroge les acteurs sur la pertinence de mettre en place ces labels. La problématique, on l'a dit, de la définition du local, et finalement le local, ça peut être à toute échelle, et va être local tout ce qui va être, comme on dit, plus petit qu'un plus grand que soi-même, et finalement du bois local, ça peut être du bois français, mais ça peut être du bois de la Chartreuse aussi, ou du bois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette confusion qui est entretenue, elle n'est pas du tout propice à justement clarifier les lignes. Et enfin, il peut y avoir des tensions qui sont générées entre approches sectorielles, on l'a vu, et plutôt approches territoriales. Et juste pour terminer, ce qu'on peut souligner comme aspect positif quand même de ces démarches de labellisation, c'est qu'elles sont vraiment des outils efficaces, par contre, de coordination entre les acteurs, qui avant la mise en place de ces labels n'étaient pas forcément amenés à se parler, architectes, formation, collectivités, prescripteurs bois par exemple. C'est aussi, ces labels ils vont aussi agir comme des outils de développement territoriaux pour les collectivités. Ils vont se réapproprier finalement un petit peu les questions relatives au secteur forêt-bois au niveau local. Ça j'estime que c'est quelque chose de très positif justement. C'est un outil de mise en visibilité et de sensibilisation, on l'a dit aussi ce matin, important justement pour cette dimension responsabilité. Et enfin, c'est dans la même veine un levier d'action à la fois sociale et environnementale dans une approche territoriale globale et pas uniquement axée sur les entreprises de la filière. Donc finalement, pas de réponse tranchée, mais des éléments, des pour, des contre, qui doivent, je pense, être discutés au niveau territorial pour savoir si la démarche est pertinente ou pas à mettre en place par les acteurs sur un territoire à déterminer. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette question des labels, et encore merci à vous pour l'organisation de cette journée très riche.